Hello and welcome to Africa This Week on Global Hour Television. Let's take a tour around Africa and find out what happened. Let's begin in the Democratic Republic of Congo. The Congolese government has announced its participation in direct dialogue with M23 and the AFC this Tuesday, March 15 in Luanda, Angola. However, a national representative suggests that the demands of the M23 be put into a referendum to obtain the people's opinion. 𝘱𝑚𝑚𝑗𝑙𝘦𝑥𝘦, our correspondent in the DRC, compiled the following report. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Fini la résistance. Kinshasa cède à la pression. D'après la porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tina Salama a annoncé la participation de Kinshasa ou pour parler de paix avec le rebelle des AFC M23. Elle précise par ailleurs qu'à ce stade, personne ne sait qui fera partie de la délégation. Du côté de l'opposition, les secrétaires permanents adjoints du PPRD parti cher à l'ancien président Joseph Kabila, Ferdinand Kambere, s'interroge sur la négociation de Luanda. Pourquoi tant de dégâts pour finalement accepter de négocier? Cela prouve que le gouvernement a toujours été des connivences avec la M23. Les avis se diffèrent, étant donné que la question d'une négociation directe avec le rebelle touche toute la République. Le député national Jean-Marie Lukulasi propose au président de la République à soumettre cette question au référendum afin que le peuple comme souverain primaire tranche. Nous acceptons les dialogues, leurs revendications qu'ils apportent, qu'elles soient présentées à la population, que la population décide. Je propose que la présidence de cette commission revienne à l'Église catholique, les CC occupent la vice-présidence, que l'Union européenne fasse partie également. Lorsque les décisions seront prises, qu'elles soient diffusées en direct à la télé. Que le gouvernement prenne aucune décision. Nous refusons qu'il nous amène ces revendications. Entre autres, la première ministre Judith Suminwa, dans le cadre de la campagne congolaise Téléma, a annoncé ce dimanche 16 mars dans la ville de Bandundu que la solde militaire et policiers congolais sera doublée de mars 2025. Une prime spéciale est aussi prévue pour se déployer au front. Le gouvernement travaille également à leur intégration dans la Caisse nationale de sécurité pour assurer la retraite et leur couverture médicale. The situation in the Democratic Republic of Congo seems to be worrisome, not only to Felix Tshisekedi, but also to other African countries. First was Kenya, there was the African Union, there's the United Nations. I mean, like, to what extent would countries go to ensure peace in Kenya? Blanzinjinka, peace in the DRC. Blanzinjinka is here to analyze these discussions that have been called for by Angola. Hello, Blanzinjinka. Please tell us, Angola has called for discussions with the M23 and the Congolese government. Now, my question is, what does Angola stand to gain, or what is the motive behind these discussions? Well, thank you very much, Joy, for having me on this platform. We're going to talk directly about Angola's reasons, motivations behind calling for this ceasefire and the peace treaty between DRC and the M23. One of the primary reasons is because Angola is actually a neighboring country to DRC, and their fear is that this conflict doesn't roll over into the country. So they're trying as much as possible to curb the spread of the violence, or actually stop
call for a ceasefire. Also, we have economic reasons, like Angola is also a major economic player in the markets in DRC. We have other reasons that Angola has also been, willing to call for this ceasefire. Let's talk about their historical ties, taking us back to the liberation fights in 1960 and 1970. They were fighting together for their liberation. And one also of the last reasons why Angola is getting themselves involved in this is for diplomatic ties. They're trying to prove to the world and the rest of Africa and the rest of the world that they are able, to call for peaceful situations as far as conflicts in Africa is concerned. I think it also has to do with the wind of change, a political wind of change that is taking place in Africa at the moment. So everybody's trying to, have a clean slate and be on a position where they're able to negotiate peace as much as possible. Talking about that, Blanzin, many countries have tried to bring peace in the Democratic Republic of Congo, but their efforts seem to be undermined. I'm talking about the Southern African Development Community, that's the SADC, which has announced the phased withdrawal of its regional force from the Democratic Republic of Congo. The decision made during a virtual summit on March 13, 2025 marks the end of the SADC mission in the Democratic Republic of Congo, which was deployed in December 2023 to support Congolese forces against rebel groups. The mission, comprising troops from South Africa, Tanzania, and Malawi, faced challenges including heavy casualties in clashes with M23 rebels. The withdrawal comes as violence intensifies in eastern DRC, with M23 capturing key cities. The SADC leaders are now urging diplomatic efforts to resolve the crisis. Meanwhile, the Congolese government is considering, like we said earlier, participating in peace talks with the M23 scheduled for March 18 in Luanda, Angola. And now let's take you over to Niamey, Niger. The final report presentation or ceremony of the National Conference was held this Monday, March 10, 2025 in Niamey, where it was handed over to the head of state, General Abdurrahman Tiani, in the presence of numerous dignitaries. The final report includes 3 major resolutions, and we will be discussing them right now with our correspondent over there in Niger, Jean-Marc Bikok. Hello, Jean-Marc Bikok. Tell us about some of the personalities who were present during this handing over ceremony, and what are some of the major resolutions? Salut Joy et salut à tous les téléspectateurs de Global LTV. Effectivement, les assises nationales terminées 3 semaines après, la Commission nationale a procédé à la remise du rapport final des travaux. Et c'est le président de la Commission des assises nationales, le Dr Mamoudou Djingare, qui a remis ce document au chef de l'État. C'était en présence de nombreuses personnalités, dont des anciens chefs d'État. Mamadou Issoufou, qui a dirigé le Niger pendant 10 ans, 2 mandats, qui est le mentor de Mohamed Bazoum, président déchu. Même si aujourd'hui la majorité des Nigériens demandent l'arrestation de Mamadou Issoufou. Alors Mamadou Issoufou était à la cérémonie, l'ancien président du Niger également, l'autre ancien président, notamment Mahaman Ousmane, était à cette cérémonie. Il y avait les membres du CNSP, les représentations diplomatiques qui étaient là. Il y avait l'ambassadeur de Chine qui a pris part à cette rencontre, d'autres personnalités qui étaient là pour vivre ce moment important 3 semaines après les travaux. Donc dans ces assises nationales, il a été donc arrêté comme recommandation de la Commission nationale 5 ans comme durée du mandat
de la transition renouvelable en fonction du programme de la refondation et de l'Alliance des États du Sahel. Le général de brigade 𝘱𝑉 Tchiani sera donc élevé au grade de général d'armée. Et puis, dans d'autres recommandations de ces assises nationales, les partis politiques seront dissous. Et puis, il y aura une création d'une nouvelle charte des partis politiques. Voilà en gros ce qui a marqué cette cérémonie. Jean-Marc Bikok, during this national conference, the head of state made a request. He asked Nigerians to forgive one another, but it seemed not to be understood by the population. Can you please explain the meaning or the reason behind this ambiguity? Le chef de l'État, le général de brigade 𝘱𝑉 Tchiani, président du CNSP, a parlé de pardon dans son message. Il a demandé aux Nigériens de se pardonner les uns et les autres. Il a dit qu'aucun pays ne peut se construire dans la haine. Il faudrait que les citoyens soient unis pour bâtir ensemble. Alors, ces propos du chef de l'État jusqu'à présent ne sont pas très bien cernés par la population, car beaucoup de Nigériens s'interrogent, se demandent, il faut pardonner à qui? Est-ce qu'on doit pardonner aux politiciens qui ont mis le pays dans la situation dans laquelle le président a fait le coup d'État? Est-ce qu'on doit pardonner à Mahamadou Issoufou? Est-ce que ce pardon signifie la libération de Mohamed Bazoum, sachant qu'il y a une pression internationale depuis plusieurs mois pour libérer Mohamed Bazoum, toujours aux arrêts, il n'est pas libre? Est-ce que ce pardon concerne ceux qui ont détourné l'argent du pays, les anciens ministres qui sont aux arrêts? Est-ce que ce pardon concerne les terroristes répartis? Donc les uns et les autres se posent des questions sur ce message du chef de l'État, qui est un message qui va avec la situation du pays, puisqu'en ce moment le Niger est en période ramadanesque. C'est le mois du Ramadan où il faut passer plusieurs heures à jeûner, sans manger, sans boire, à rechercher la présence de Dieu. Et peut-être que ce message du chef de l'État signifie de pardonner, le pardon en période de Ramadan. Talking about Ramadan, Jean-Marc Bikok, let's talk about the gas shortage situation over there in Niger. After a week of crisis or hardship, the situation has been kind of remedied, but the government has ordered that some stations should be closed down. Can you explain more about this crisis, Jean-Marc Bikok? Le Ramadan se déroule très bien au Niger, nonobstant cette pénurie de carburant qui a mis mal à l'aise les jeûneurs. Cette pénurie a duré près d'une semaine et il n'y avait aucune communication officielle du gouvernement pour expliquer les raisons de cette pénurie. Il fallait donc parcourir plusieurs kilomètres à la recherche d'une station pour acheter du carburant, et même quand vous trouvez la station, il faut se mettre en rang, attendre plusieurs minutes, voire 1 heure ou 2 heures pour être servi. Alors le ministre en charge du pétrole a donc lundi dernier convoqué une réunion d'urgence pour apporter des solutions à cette pénurie de carburant, en rencontrant les responsables de la 𝘱𝑜𝘶𝑒 et de la SORAS pour trouver rapidement des solutions afin d'épargner la population de cette difficulté qui entache un peu la période ramadanesque. Mais de toute façon, la situation s'est amenuisée et puis de plus en plus les stations sont ravitaillées. Thank God that the situation is slowly being remedied and the people of Niger can feast during this Ramadan in calm and serenity. This is Africa This Week. We'll be right back. And now let's talk about this situation that is pitting the United States of America against South Africa. The United States have expelled South African ambassador Ebrahim Rasool, declaring him a persona non grata due to his critical remarks about President Donald Trump and accusations of racial incitement.
U.S. Secretary of State Marco Rubio announced that Rasool is no longer welcome in the country, citing his race-baiting and anti-American sentiments. The diplomatic situation follows Rasool's participation in a webinar where he discussed demographic changes in the United States and criticized the Trump administration's policies. Like I said, relations between the United States of America and South Africa have been strained over issues such as South Africa's land redistribution and differing stances on international matters as well. Now, in response, the South African government expressed regret over the expulsion, but emphasized its commitment to maintaining a mutually beneficial relationship with the United States. Let's now take you to the land of men with integrity. Yes, I'm talking Burkina Faso. The Agency for the Support of Widows, Orphans, and War Victims held a conference from March 11 to March 13, 2024, focusing on the support for the families of fallen fighters. The conference was promising for improving the conditions of widows, orphans, as well as war victims. Now, let's get insights from Sarah Dabone, correspondent over there in Ouagadougou, Burkina Faso. Hello, Sarah Dabone. Please tell us, what is the vision of this agency? Salut Joy, salut chers téléspectateurs de Global LTV. Alors la création de 𝘱𝑜𝘶𝑟 vise à fournir un soutien structuré et durable aux veuves, orphelins et victimes de guerre en réponse aux défis croissants liés à la crise sécuritaire au Burkina Faso. L'agence a pour mission de recenser les bénéficiaires, de leur fournir des formations socio-professionnelles et de les accompagner dans des reconstructions psychosociales et économiques. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la résilience et l'autonomisation des familles des héros tombés au service de la nation. Sorry about it, there have been previous initiatives like this one, right? We want to know, how does this national conference differ from the previous ones? Cette conférence nationale se distingue des autres à travers l'importance des thématiques abordées. Cette thématique concerne le cadre juridique de la prise en charge des veuves et orphelins, le soutien spirituel face à l'épreuve, les défis liés aux pesanteurs socio-culturelles, la protection des orphelins et des enfants vulnérables, la procédure de liquidation des droits et le processus de deuil qui centralise et coordonne les efforts pour soutenir les veuves, orphelins et victimes de guerre. De plus, elle est placée sous l'impulsion du président du Faso, ce qui lui confère une légitimité et une visibilité accrue. So, Sarah Dabone, what are some of the concrete commitments that were taken during this national conference to ensure that these orphans and widows of these fallen soldiers receive the support that they need? Oui, des engagements concrets ont été annoncés, notamment le financement des formations socio-professionnelles des veuves, orphelins et blessés de guerre via le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. De plus, cette conférence nationale représente un engagement fort à la mise en place d'une structure permanente pour coordonner les efforts. Le président Traoré a même rappelé lors de la dernière journée de cette conférence que le mariage coutumier appelé PPS au Burkina ainsi que le mariage religieux seront bientôt légalisés dans le Code des personnes et de la famille afin de prévenir les injustices, notamment celles subies par les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité qui se retrouvent souvent dépouillés de tous les biens après le décès de leur époux et père. Thank you very much, Sarah Dabone. Great initiative there from the Agency for the Support of Widows, Orphans, and War Victims. If it is implemented, definitely these people are going to be greatly supported during the ongoing security crisis over there in Burkina Faso. This is Africa This Week. Don't go nowhere.
And now Niger's military government has expelled 3 Chinese oil executives, giving them 48 hours to leave the country. The officials from China National Petroleum Corporation, Zinda Refining Company, and the West African Gas Pipeline Company were removed due to their failure to comply with Niger's 2024 Mining Code Amendment. These amendments prioritize the use of local goods, services, and labor in the extractive sector. Ibrahim Amidou, the head of communications for Prime Minister Ali Lamin Zain, stated that the companies had not adhered to the new regulations, which aim to ensure that foreign contractors engage in local subcontractors and limit the use of foreign subcontractors. Now, this action reflects a broader effort by West African military regimes to assert greater control over natural resources and ensure that foreign investments benefit local populations. And now, Trump administration is expanding travel ban to 43 countries. The Trump administration is considering an expansion of its travel ban to include 43 countries, significantly broadening restrictions from previous measures. Now, some of the key points to note: red list countries. A draft list includes 11 countries that are facing full visa suspensions. Among them, we have African nations such as Somalia, Sudan, and Libya. We equally have partial restrictions. An additional 10 countries, including Eritrea, South Sudan, may face partial visa restrictions affecting select visa categories. Now, a 60-day compliance window, which features a group of 22 countries, including Cameroon, have been given 60 days to address identified security deficiencies to avoid potential travel restrictions. This is funny. Yeah, that's why we have here with us 𝘱𝑜𝘶𝑚𝘱𝑙𝐿𝘛𝑉. Hello, 𝘱𝑜𝘱𝑚𝘱𝑙𝑉, please tell us, in your analysis, what is the motive behind this travel ban put in place by Trump? Voilà, déjà, bonjour Joy et bonjour aux millions de téléspectateurs de Africa This Week. Il faut dire, pour entrer, que ce n'est pas la première fois aux États-Unis d'Amérique sous l'ère Trump. Voyez-vous qu'une telle mesure est appliquée. On se rappelle que lorsque le président Donald Trump succédait à Barack Obama entre 2017 et 2021, cette mesure avait déjà été implémentée, même si elle n'était pas encore aussi sévère que maintenant, mais elle existait déjà. Donc aujourd'hui, ce que l'administration Trump est en train de faire, ils vont juste dans la continuité de ce qui avait déjà été implémenté entre 2017 et 2021. Et vous le releviez tout à l'heure, on parle notamment de 3 couleurs en fonction de ces pays. Exact. On parle de la couleur rouge, qui interdit formellement l'entrée de ces pays-là aux États-Unis d'Amérique. On parle par exemple du Pakistan, qui est dans cette zone-là. Il y a également la couleur orange. Voilà. Là, l'accès n'est pas quasi interdit, mais il y a quand même des restrictions. On parle par exemple de la Russie, de la Biélorussie. Voilà. Et pour ces pays-là, justement, c'est peut-être des hommes d'affaires fortunés qui sont autorisés à y entrer. Maintenant, il y a la zone jaune dont vous énumériez tout à l'heure, parmi lesquels les pays d'Afrique, voilà, pour la plupart, qui doivent apporter au gouvernement américain, dans un délai de 60 jours, des preuves. Voilà, c'est un document qui sont demandés par l'administration de Trump. Donc voilà, entre autres, ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis d'Amérique. On va dire que tout cela va dans le sens de la légalité. Parce que Donald Trump, lorsqu'il prenait le pouvoir, on se rappelle bien, avait annoncé que aux États-Unis, il y a certaines choses qui ne devaient plus être faites, comme c'était le cas sous l'ère Joe Biden, notamment cette entrée massive et non sélective, l'a-t-il dit, de certaines personnes sur le sol américain. Désormais, il est là en tant que légaliste, pour légaliser et que l'Américain se sente à l'aise dans son pays, comme le mieux l'a dit, rendre l'Amérique aux Américains. Rapidement, 𝘱𝑜𝘱𝑚𝘱𝑙𝑉, est-ce que do you think that this is a moment for African countries to invest in their resources? Voilà, moi je pense que cette mesure de Trump, contrairement à ce que plusieurs analystes pourraient s'aventurer à dire, n'est pas toujours, voyez-vous, dans le sens d'anéantir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont compris qu'on n'a pas besoin
des États-Unis d'Amérique pour se développer ou pour faire quoi que ce soit. Voilà, etc. Puisqu'on parle du cas des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ce n'est pas toujours en allant aux États-Unis d'Amérique, en demandant, voyez-vous, l'aide américaine que les Africains vont s'en sortir. Vous parlez de ressources. Et tout ça, l'Afrique est extrêmement riche. Le sous-sol africain est tellement riche. On a des ressources qu'on n'a même pas encore exploitées. Il est temps pour les Africains quand même de se concentrer sur leurs ressources, de se concentrer sur leurs richesses et de voir plutôt, Joy, dans quelle mesure est-ce qu'on doit s'investir pour développer ce qu'on a, pour ne plus dépendre, voyez-vous, des pays occidentaux tels que les États-Unis d'Amérique. Okay, thank you very much, Peter 𝘕𝑗𝑏𝘢𝑙𝑟. You have spoken like a true African. Ladies and gentlemen, when we come back, we talk sports. And in sports, African countries have made remarkable strides at the 2025 Special Olympics World Winter Games in Italy. Senegal marked its inaugural participation in the Winter Games, fielding a team of 8 athletes who competed across various disciplines. South Africa sent a contingent of 6 athletes who delivered outstanding performances in figure skating and short track speed skating. We equally have Namibia. Namibia's floor team impressed spectators and competitors alike with their skill and sportsmanship. Now let's talk about the 5th and 6th day of World Cup qualifiers. The race in place towards next year's FIFA World Cup enters a crucial stage as of Monday, the 17th of March. March day 5 of the qualifiers has lined up with some appetizing encounters. We have on Monday, March 17, Tanzania will play Congo. On Wednesday, we have 8 matches, including Cameroon facing Eswatini. In short, we will bring to you the details and the results of these matches on our next edition. Who goes through and who unfortunately stays back in Africa, we will find out on Africa This Week. Thank you for watching this week's edition, and until we see you next time, stay glued to this channel for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.